Il y a assez longtemps, une vidéo sur la chaîne s'appelait 101 facts que vous ignoriez sur Valkyrie Apocalypse. Pour des raisons de droit d'auteur, c'est impossible de la réhabiliter. Donc, je sais que beaucoup d'entre vous adorent le format des petites anecdotes, et que, en général, le format iceberg fonctionne bien. Je vous propose donc un format iceberg sur Valkyrie Apocalypse, 6 catégories, 5 faits ou plus par catégorie. Est-ce que vous êtes prêts? On est parti. On commence avec le ciel, ça va être des trucs que la plupart d'entre vous connaissez déjà, mais il y aura peut-être des inédits. Il y a un truc que vous remarquez forcément tous, c'est la musculature des personnages. En fait, la musculature des personnages, c'est tout sauf du pif. C'est toujours très logique, il y a toujours une raison particulière. Et ça, les auteurs l'avouent volontiers. Dans Secrets of Character Design, par exemple, on apprend que Thor a des grands dentelés surdéveloppés justement à cause de son style de combat. Maintenant, vous avez plus qu'à vous amuser à regarder les musculatures des autres personnages et en tirer vos conclusions. Pour en rester sur le chara design pur et dur, ça mériterait même plusieurs vidéos sur le sujet, les auteurs ont tendance à piocher leurs références un petit peu partout. On peut retrouver des inspirations de Kyoraku pour Sasaki et Bleach en général. Pour Poséidon, c'est la copie conforme de Hades dans Warriors of Orochi. Le manga va même parfois un petit peu plus loin, notamment avec la constellation de Corvus qui est formée par les piercings d'Apollon. Ouais, il y a des trucs, faut être un petit peu déter. Si vous avez l'œil assez vif, vous avez dû remarquer que dans Valkyrie Apocalypse, il y a un motif qu'on retrouve très souvent, c'est le motif des fleurs. Le rameau d'olivier pour Adam qui symbolise le pardon divin, la fleur de cerisier pour Raiden qui symbolise la force, l'arbre des Banyan pour la méditation de Bouddha. Parfois, on va même un petit peu plus loin avec le coquelicot de Loki, une fleur qui signifie la consolation, souvent suite à une déception amoureuse. Voilà, si vous avez lu le manga, vous savez de quoi il s'agit. On redescend un petit peu, on est encore dans le ciel, et il y a des trucs, je suis obligé d'en parler parce que c'est l'éléphant au milieu de la pièce, juste, il y a Jésus dans le manga, quoi. Si vous connaissez pas la série, sincèrement, on peut juste pas passer à côté, il y a Jésus dans le manga, et à côté c'est Socrate et Confucius. Voilà quoi, enfin genre on peut pas juste le mettre à côté. Enfin voilà, on peut pas juste ignorer ça quoi. Vous le savez sans doute, mais Valkyrie Apocalypse c'est quand même un manga qui a relativement du succès. Mais c'est à un point où le manga a créé une nouvelle méta pour les couvertures de mangas de tournoi. Je vous laisse en profiter, je mets plusieurs images à l'écran, on voit qu'il y a une explosion de couvertures dans ce style après la sortie de Valkyrie Apocalypse. Il y en a plein, et pour certains, c'est des mangas qui ont peu de succès, et pour d'autres c'est des mangas qui ont clairement plus de succès. C'est jamais au niveau de Valkyrie Apocalypse, mais c'est des mangas qui peuvent s'en sortir à leur échelle. Dès maintenant on va pouvoir commencer à descendre un petit peu. Là, on va s'intéresser plus à la surface. Très souvent, on questionne la présence de Okita dans le tournoi, et j'ai envie de dire, c'est plutôt normal, ça fait quand même 2 samouraïs, on sait pas trop pourquoi. Et forcément, si on connaît pas le travail du scénariste, on peut pas être au courant. Avant, et même en parallèle de la sortie de Valkyrie Apocalypse, il y avait un autre manga qui se focalisait sur l'histoire du Shinsengumi, une troupe de samouraïs d'élite qui gérait la sécurité de Tokyo. Et l'un des capitaines du groupe, c'était Soji Okita, qui était le personnage préféré de son premier manga, donc il l'a remis dans Valkyrie Apocalypse. En restant sur le sujet de Soji Okita, sachez que l'anime est responsable de quelques bourdes, mais celle-ci c'est la plus grosse bourde de l'anime, parce que ce dernier est responsable d'un sacré faux espoir et de pas mal de théories foireuses. En fait, à un moment, il y avait une interaction entre Loki et Okita. Dans le manga, il se passe rien. L'anime, par contre, s'est permis un petit accrochage, voire même un léger combat très court, résultant d'une théorie très simple. Les deux vont se battre. Bah c'est jamais arrivé. Petit flop pour le coup. Franchement, on aurait pu faire une catégorie complète sur les erreurs et les faux raccords de l'anime. La plus connue, c'est bien évidemment les cheveux d'Odin. Dans l'anime, ils sont noirs, dans le manga, ils sont blancs. Je vous laisse un petit peu faire le comparatif, voilà, bon, c'est pas gravissime. La plus grosse erreur, par contre, elle est sur Zeus. Il est pas censé avoir les yeux noirs. C'est un effet d'ombre à cause de ses orbites. On sait pas quelle importance ça a, mais ça a visiblement assez d'importance pour que les auteurs le répètent en interview, ou en tout cas aient l'air de dire qu'il y a un truc caché avec ses yeux, donc ça la fout mal. Celui-ci c'est un truc qui en apparence est super connu, mais on a tendance à sous-estimer son importance. Pour vous, c'est quoi l'image la plus importante, enfin en tout cas la plus célèbre de Valkyrie Apocalypse? Celle des hommes du pilier qui tiennent les bzaises d'Aphrodite. L'image a été diffusée partout, elle a été détournée partout, elle a une page Know Your Meme avec les détournements dessus, donc oui, le plus gros rayonnement de Valkyrie Apocalypse dans le monde du manga, c'est la poitrine d'Aphrodite. Ça fait mal de le savoir. Pour le coup, celui-ci il mériterait pas tant d'être à la surface, mais il est intéressant quand même. Ça vient d'une vieille théorie de la chaîne, et puis c'est même une théorie, je suis pas le seul à l'avoir eu visiblement. Et si tous les pouvoirs des humains liés aux yeux venait d'Adam. En fait, il y a que les humains qui ont des pouvoirs aux yeux, et les yeux d'Adam lui permettent de tout copier. C'est littéralement son seul attribut divin. Le sang dilué et le reste de ses gènes, ça aurait permis aux humains suivants d'avoir des pouvoirs liés à leurs yeux. C'est pas déconnant en vrai. On va s'enfoncer un petit peu plus loin. Maintenant, on peut plonger. C'est le moment de se mouiller un petit peu. Direction les eaux claires, et avant d'y aller, n'hésitez pas à vous abonner. On peut se promener un petit peu dans les autres œuvres qui sont liées à Valkyrie Apocalypse, parce que comme vous le savez, il y a pas mal de spin-offs, il y a même eu un manhwa qui me semble a été abandonné, ça a pas
pas marché. Manhwa qui juste reprenait le manga de base, donc j'ai pas trop compris l'intérêt. Mais dans le manga de base, à cause de ces meurtres, on pouvait se poser des questions sur la véracité de l'identité de Jack. Pour rappel, dans la réalité, il tuait que des femmes. Là, il tuait aussi des hommes. Dans le premier chapitre de son spin-off, on apprend que c'est pas le vrai Jack l'Éventreur. Ce personnage est le seul humain créé de toute pièce. Donc à la question pourquoi ils ont pas mis le H ou des dictateurs pour représenter le mal, c'est parce qu'ils voulaient pas glorifier ces personnages. Ils ont préféré créer un personnage de toute pièce et c'est tout à leur honneur. Celui-ci c'est plutôt lié à Lubu. Quand on lit le manga, il y a un moment dans un des chapitres où ça nous montre la carte d'où Lubu est allé. Le truc c'est qu'on voit qu'il est pas allé qu'en Chine, il est aussi allé en Europe. Et c'est vraiment arrivé. Hein. La fin du spin-off de Lubu, en tout cas les derniers tomes, se passe dans le Colisée. Oui, Lubu il est allé jusque là pour prouver que c'était le plus fort. Voilà, donc c'est des trucs, n'hésitez pas à lire le spin-off parce que ça vaut le détour et c'est quand même assez marrant à voir. Et aussi Lubu dans le spin-off, il est bien plus fort que ce que le manga d'origine nous avait montré. Cette phrase, vous l'avez peut-être déjà vue sans la comprendre, mais elle revient assez souvent. Et si les dieux qui participent au Ragnarok n'étaient pas en réalité en train de se retenir? On peut se dire que c'est idiot parce qu'ils mettent leur vie en jeu quand même, mais laissez-moi vous expliquer. Quand on compare les combats du manga d'origine et ceux du spin-off de l'Apocalypse des dieux, on se rend compte assez facilement que c'est le jour et la nuit. Il y a sincèrement aucun monde où on peut battre les dieux qui participent au tournoi des dieux tant ils sont forts et violents. Par contre, en effet, la plupart du temps, si les dieux perdent, c'est bel et bien à cause d'une erreur de leur part. Il s'agit d'une vieille théorie, mais il y aura une explication très précise qui explique pourquoi on ne voit quasiment, pour pas dire absolument, jamais les déesses. Et la raison, elle est simple, c'est les armes. L'arme d'Apollon s'appelle Artémis, les attaques de Poséidon peuvent s'appeler Amphitrite ou Déméter, celle d'Hadès s'appelle Perséphone, le marteau de Thor a un cœur qui bat. Basiquement, Sylvolund c'est une demi-déesse qui se transforme en arme, c'est peut-être aussi le cas pour les déesses. D'ailleurs, sachez que le bâton d'Apomius de Belzébuth, c'est un mythe grec où Héraclès fait une offrande à Zeus pour chasser un essaim de mouche, Zeus obtenant l'épithète Zeus Apomius. Au passage, si vous vous demandez pourquoi les humains arrivent à blesser les dieux quand ils se battent à main nue, c'est parce que c'est dit que les armes humaines ne peuvent pas blesser les dieux, mais c'est pas dit que les humains eux-mêmes ne peuvent pas blesser les dieux. Pendant un long moment, il y avait des théories assez farfelues pour déterminer qui allaient être les futurs vainqueurs, et là je vais vous faire le 2 pour le prix d'un. La première, c'est celle des couvertures japonaises. Sur des couvertures où deux personnages s'opposent, celui ayant le numéro du tome sur lui perdait. Et je dis bien sur lui, donc Thor ne comptait pas. La théorie, elle était valide jusqu'au round 9 quand même. L'autre théorie, c'était sur les vêtements, le personnage le moins vêtu perdait systématiquement. Valide, mais jusqu'au 8ème round seulement, après c'était fini. Maintenant qu'on a terminé les eaux claires, on se dirige vers les eaux sombres. Vous allez dire que je me fous de vous parce que c'est cité en permanence, mais si Qin Shi Huang n'était en réalité pas Qin Shi Huang, ou en tout cas pas que ça. Qin Shi Huang, vous l'avez peut-être vu, mais de temps à autre, son nom voit une particule être ajoutée. Et cette particule, c'est un Di, donnant donc Qin Shi Huangdi. En réalité, Huangdi, c'est le premier empereur de Chine, et c'est l'empereur qui tue Qiyu. Ouais, Qin Shi Huang, en fait, c'est le mélange de deux empereurs. Et on pourrait même en ajouter un troisième, parce que l'épée de Gujian, elle a appartenu à un empereur, et elle existait vraiment. Celui-ci, je le mets là, parce que, étonnamment, c'est pas si connu que ça, c'est lié à Ajishika. Ajishika, c'est le dessinateur du manga. En fait, non. Ajishika, c'est les dessinateurs du manga. Apparemment, c'était un duo. Sauf que en réalité, quand on se renseigne sur Valkyrie Apocalypse et les noms, il y a au moins 4 personnes qui travaillent sur les dessins. Ça explique en partie la quantité de travail astronomique que le collectif réussit à chaque mois parce que, ouais, ils ont pas mal de projets, notamment Martian Crown à côté qui est en train de ruiner la qualité de Valkyrie Apocalypse, ça me rend assez triste. Le manga aime bien faire des petites refs et des petites situations un petit peu comiques et des trucs plus ou moins obscurs. Pour le coup, je vous fais un petit florilège, vous en aurez plein. Entre le Ares Musclor ou le Zeus de Hokuto no Ken, il y a même aussi le rajout d'une intro de catcheur japonais dans l'animé, voilà, ça c'était à l'arrivée de Zeus, et il y a des rêves plus obscurs, genre ce truc là. Les japonais l'ont forcément, c'est Ayako Imoto, mais nous en France ou à l'international on le sait pas, voilà. Vous saurez que ce personnage, c'est une vraie comédienne. Est-ce que vous savez qu'on aurait pu connaître le design de Rasputin des années plus tôt? C'est pas une blague, en gros il y avait un vote et les choix du public n'ont pas été les meilleurs. J'ai pas retrouvé la raison de pourquoi il y avait ce vote, mais il existe. En gros les auteurs ont proposé un vote, 2 designs d'humains étaient choisis et ces 2 designs allaient être révélés en avance. On parle d'un truc qui date du début du manga. Lesquels ont été choisis? Simoya et Qin Shi Huang. Qui veut dire qu'avec un peu de chance, on aurait pu connaître le design de Rasputin il y a presque 10 ans en arrière. Dans la lignée des théories foireuses, sachez qu'il y en avait 2 qui étaient liés aux endings de l'anime. L'idée était plutôt simple. Le premier ending montrait différents paysages. Et avec l'ordre de passage des paysages, les gens pensaient savoir qui seraient les prochains humains à combattre. Ça partait bien, mais ça a foiré. L'autre ending, il spoilerait la mort de Brunhilde et de Goll, parce que dedans on voit les Valkyries une à une et détail intéressant, toutes les Valkyries tombées au combat ont les yeux fermés. Les survivantes
ont les yeux ouverts. Brunhilde et Goll ayant les yeux fermés, ça veut dire que les deux mourraient. Félicitations, nous sommes à l'avant-dernière étape de l'iceberg, on y voit le bout. La théorie du 14e combattant, c'est un grand classique qui a déjà été couvert et analysé un bon paquet de fois. Il y aurait un 14e combattant et un 14e combat pour un tas de raisons différentes, notamment une égalité. La question cependant c'est, ça serait qui le 14e dieu? Beaucoup d'opinions reviennent, hein. Ça pourrait être Hermès, Siegfried, même si j'en doute, il y en a même qui annoncent le retour de Zeus dans l'arène. Moi je vous le dis, vu comme le manga avance en ce moment, il y a peu de chances que ça arrive même si j'étais fervent défenseur de cette théorie. Vous savez qu'il y a un pays où Valkyrie Apocalypse est littéralement illégal et interdit? Non, j'abuse pas. En réalité c'est pas spécialement choquant ou étonnant, hein. Un manga qui représente des dieux, ça peut être considéré comme un sacré blasphème, surtout quand les humains combattent les dieux. Et ben devinez quoi, c'est ce qui s'est passé en Inde. Ils ont jugé que le manga trivialisait, ne respectait pas assez Shiva, donc le manga a été interdit là-bas. Et vu la fraude qu'est le personnage, je les comprends. Bon ça vous le savez sans doute, mais les japonais, ils adorent les jeux mobiles, et surtout ils adorent les gachas. Et très souvent dans les gachas qui ne sont pas rattachés à une licence, il y aura des collabs avec une licence. Ou des licences. Il y a naturellement un gacha Valkyrie Apocalypse qui existe, mais avant ça, il y a eu une collab. Ouais, il y a eu une collab avec le jeu Line Ranger où basiquement vous jouez des versions chibi des personnages du manga. Et si vous vous demandez à quel point on peut faire des trucs obscurs, sachez qu'il y a même des jeux Roblox et que j'ai vu des jeux Roblox avec du Valkyrie Apocalypse dedans, mais c'est genre 3 jeux à tout péter, ils n'existent quasiment plus. Là pour le coup, je vais faire une petite collection de faits improbables de chara design, voire d'idées abandonnées. Un exemple très simple, c'est que Poséidon a des mimiques inspirées d'un animal. Vous pensez à un animal marin, hein, normalement, hein, mais non, les auteurs ont dit s'être inspirés d'un chat pour faire Poséidon. Sasaki a des rides parce qu'il grimace beaucoup. Et surtout, à la base, Lubu devait être un des humains, si ce n'est l'humain le plus petit à peu de choses près, parce qu'il devait faire 1m70. Sauf que quand les auteurs ont fait les 2m20 de Thor, ils ont compris que ça allait pas fonctionner comme combat, donc ils ont rajouté quelques centimètres. Tu devrais prendre exemple sur eux, Ichiro-oda. Celui-ci, il est clairement oublié, mais sachez que le manga a fait plusieurs foreshadowing, dont un en particulier qui est très intéressant. Quand vous regardez le combat de Poséidon, à un moment, ses frères sont mentionnés, on voit la main d'un certain grand frère avec du vernis dessus. Ouais, c'était leur manière d'annoncer l'arrivée d'Hadès. Mais le plus grand foreshadowing, c'est la fresque derrière Brunhilde. Cette fresque, divisée en 3 parties, montrait 3 mondes. Le monde des dieux, le Valhalla, le monde des humains, Midgard, et le monde des démons, Helheim. Maintenant, on va tout droit dans les abysses. Il y a des trucs qui sont relativement connus, mais assez bizarres, et il y a des trucs paumés, il y a des... Enfin bref, préparez-vous quoi. Des figurines Valkyrie Apocalypse, il y en a pas des masses. Les deux plus célèbres, elles sont même pas belles en fait. Ces figurines de Poséidon et Sasaki, j'ai celle de Sasaki chez moi, elles servent à appuyer sur des couvercles de nouilles instantanées. Ouais, c'est vraiment leur utilité. Et une des seules autres figurines de la série, il y en a une de Bouddha qui est connue, mais c'est une figurine d'Aphrodite, à poil. Voilà, on est dans les abysses, hein, j'avais prévenu. Et si on reste dans ces trucs très bizarres, sachez qu'il existe un fan manga où Aphrodite est une géante et écrase l'humanité. Cherchez pas, c'est le Japon. Est-ce que vous avez vu les tout premiers designs du manga, ceux qui n'ont même pas été dessinés par le collectif Azishika? Parce que la personne qui avait fait les designs à la base, c'était le storyboarder Takumi Fukui. Et Fukui, c'est un gros gourmand. Là par exemple, c'est Odin. Vous avez Shiva, Zeus, Aphrodite, et ça c'est Brunhilde. Ouais, et vous voulez même pas voir la scène qui se passe après avec les tentacules. Sachez que Fukui c'est un rigolo, hein. Il aime beaucoup les grosses cuisses et des persos très musclés. Il y a un seul mot pour le décrire, c'est un kiffeur. Bon, celui-ci c'est le genre de rêve, vous allez pas forcément me remercier de vous le dire, mais bah voilà, il faut le savoir. C'est pas seulement lié à Valkyrie Apocalypse, c'est lié au manga avec une majorité de personnages masculins dedans, et surtout des mecs qui se tapent dessus. Une des grosses parties du fandom, ou en tout cas qui rend le fandom vivant, c'est la communauté des ships, et donc c'est les meufs qui font des ships yaoi. Il y en a plein, hein. Vous en avez un avec Adamas et le frère de Bouddha. Il y a pas de blague, ce ship existe. Donc si vous traînez sur Twitter, vous allez voir des personnages se battre, mais ça sera dans un lit cette fois-ci. Quand vous allez sur le Twitter de Subaru Katoshika, un des dessinateurs, vous trouvez plein de trucs différents. Des dessins de l'auteur, des fanarts intéressants, et il y en a un. Même encore aujourd'hui, j'ai pas d'explication du pourquoi, du comment. Subaru Katoshika est fan du manga Sakigake Otokojuku. Et ce fanart, c'est celui de Edajima Heihachi, le proviseur, mais en Brunhilde. Voilà, je vous laisse cette image s'imprégner dans votre esprit, de rien. Celle-ci, c'est le truc flou ultime, hein. C'est plus populaire que les autres, c'est moins glauque et moins bizarre, mais c'est tellement tiré par les cheveux que ça me fait rire et j'aimerais presque que ça arrive. Si on compte les 2 primordiaux qui ont rejoint Yggdrasil avec Yggdrasil, ça fait 11 personnes. Sachant qu'ils ont des silhouettes avec un semblant de caractère design et qu'on se doute que Niflheim, la dimension où les morts du Ragnarok se rendent, va avoir une importance. Il risque d'y avoir plusieurs morts suite au tournoi également et donc pas 13 survivants. La théorie, c'est qu'il y a un deuxième Ragnarok pour sauver le monde entier, entre les dieux et les humains survivants du Ragnarok, et le retour des monstres d'Yggdrasil les plus forts qu'on ait pu voir. Voilà. C'est tout pour cet iceberg, c'est, je sais, une vidéo assez courte pour un iceberg, mais franchement, avec le matériel, je pourrais limite en faire un deuxième un jour. C'est juste que j'ai pas eu vraiment spécialement énormément de temps pour le préparer. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Béléus, et je vous dis
Salut à tous.